Alexandre. Alexandre. Allô, allô. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Ouais. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie par avance pour votre indulgence, puisque c'est une première. Ah. Je suis extrêmement mal poli. Je suis ici pour vous parler de manipulation, d'opérateurs de téléphonie, de commerce. Et dans mes deux premières phrases, il y a déjà deux manipulations. Donc je vous demande un petit instant. Oui, docteur? C'est Alexandre Chauvin. Chauvin. Oui, Alexandre Chauvin, le burn-out chez Bouygues Télécom. Oui, merci. Je vous appelle parce que j'ai fait une rechute. Bah oui, je sais, j'en suis sorti depuis quelques temps maintenant, mais ça m'arrive de retomber dans des vieux travers. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas compliqué, deux premières phrases, j'ai fait un pied dans la bouche et un étiquetage. Ouais. Ah ouais, puis en plus je leur ai même pas dit, en plus je porte un costume. Ouais, c'est une catastrophe. Ouais, trois manipulations en fait. Aïe. Bon, je vais faire attention, je vais leur expliquer et puis je vais faire attention, je prendrai mes cachets. Merci docteur. Ça peut aller très vite, effectivement. Ça peut aller très vite. Donc on va commencer par... je vais être poli, je vais me présenter. Je m'appelle Alexandre Chauvin, je suis né en 1982. Je vais vous faire un CV rapide. Je suis né en 1982 avec une infection. Je suis né avec 39 de fièvre, histoire de commencer. Avant mes 2 ans, je vais me faire un deuxième de Quink. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est-à-dire que je me pique avec un cactus et j'ai la main qui triple de volume. L'année suivante, je vais faire un purpura rhumatoïde. C'est une maladie qui touche les reins et qui fait péter les vaisseaux sanguins. Alors pour un gamin de cet âge-là qui se prend tous les meubles, on ressemble assez vite à un schtroumpf. On devient tout bleu et j'ai passé mes premières années plutôt au ras du sol, sur un tapis pour essayer d'éviter les accidents. Avant 5 ans, l'accident bête, je vais sauter à pieds joints dans un truc d'eau bouillante. Je vais me brûler les 2 jambes au 2e et 3e degré. Avant 10 ans, je vais aussi subir une opération de chirurgie esthétique qui va rater, je vais repasser sur le billard. Je vais me casser une jambe. Avant 15 ans, je vais me casser le coccyx. À 16 ans, je vais faire le bras gauche. Avant mes 20 ans, j'ai fait le bras droit. Non, c'est un peu plus tard le bras droit. Je vais faire la jambe avant ça. La jambe droite, puis la jambe gauche. Oui, j'ai fait les 4 membres en fait. Histoire de finir le tableau, j'ai la complète, j'ai la collection. J'ai une collection de radio, elle est bien. Mon carnet de santé, c'est le meilleur des CV, je trouve. Parce que mon CV professionnel, au final, est-ce que c'est vraiment ce qui me définit? J'en suis pas convaincu. Donc ce soir, on va essayer de parler un petit peu de tout ça, de mon expérience dans le commerce, effectivement, parce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je vais essayer de partager avec vous, le but de cette conférence, il est là, je vais essayer de partager avec vous des choses que j'ai apprises dans le commerce, des manières dont on vous manipule, dont on nous manipule, que ce soit en politique, que ce soit dans le commerce, les vendeurs, les commerciaux, les journalistes, des techniques qui sont fréquemment utilisées. Je ne vais pas pouvoir toutes les évoquer parce qu'il y en a énormément. Je vous ai amené ce qu'il faut. S'il y en a qui sont curieux après et qui veulent creuser la question, je vous laisserai des titres d'ouvrages et éventuellement des reportages et documentaires à regarder. Parce que là, on va juste pouvoir effleurer le sommet de l'iceberg, en fait, en 1h30. Ça ne durera pas plus. On commence? Oui. Allez. Donc, je suis commercial. Aujourd'hui, c'est ce qui est écrit en haut de mon CV. C'est ma dernière expérience. Je vais pouvoir très bientôt rajouter conférencier gesticulant. Ça, je suis plutôt fier. Et je vais essayer d'assez vite virer la partie commerciale. Et je suis venu vous voir avec la vie du commercial. La vie du commercial, c'est le joli ordinateur, la tablette, le téléphone portable et le costume. Vous la connaissez cette expression, l'habit fait pas le moine? On est tous d'accord avec ça, globalement, il ne faut pas juger sur les apparences.
J'ai 6-7 ans. Je suis à l'école primaire, un petit village près de Bordeaux. Et dans la cour d'école, je suis en souffrance. Je suis en souffrance parce que mes petits camarades, je m'appelle Alexandre Chauvin. Déjà de base, ça peut donner des jeux de mots, des choses comme ça. Mais en plus, j'ai les oreilles comme ça. Très vite, ça va donner des chauves-souris. C'est l'époque où il nous passe en boucle le Disney, Dumbo. Voilà. Donc je suis en souffrance. Très tôt, on se juge sur les apparences. Très tôt. J'ai la chance d'avoir des parents ouverts, qui suivent ce qui se passe à l'école, qui suivent ce qui se passe dans ma vie. Et ils vont me proposer un choix. On a la chance d'être en France, d'avoir la sécurité sociale. Et à l'époque, là, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est pour ça que je vous dis à l'époque. À l'époque, en tout cas, la sécurité sociale rembourse l'opération pour se faire recoller les oreilles. Ils me laissent le choix. Je ne vais pas réfléchir très longtemps. Je dis oui. Je passe sur le billard, après avoir rencontré un chirurgien. On a un gros bandage en fait sur ce type d'opération à l'époque. J'ai la tête qui est enrubanée, une momie. Ça dure 2-3 semaines, les poings derrière les oreilles, une infirmière qui vient tous les jours pour checker si ça va bien. Ok, ça ne s'infecte pas, tout va bien, c'est beau, la cicatrice est belle. Les 3 semaines passent, on déroule, on regarde dans le miroir, super, super, c'est recollé. Je repars à l'école. Malheureusement, j'ai une des deux qui a décidé qu'elle allait jouer à Picasso. Me voilà donc à repasser sur le billard une deuxième fois, pour la même chose. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, l'habit ne fait pas le moine, oui. Malheureusement, ça fait 2000 ans qu'on nous donne ce conseil, hein. Ça fait depuis l'Antiquité qu'on nous parle des apparences, mais on n'arrive toujours pas à se faire à cet adage. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sujet. Pasqua et Guéguin, par exemple, ont fait une expérience. Ils ont créé 3 groupes de sujets. Les premiers sont déguisés en mendiants. Le deuxième groupe, habillé de manière classique, les vêtements de tous les jours. Le troisième groupe, en costume, costard-cravate, l'habit du commercial. Ils leur disent, vous allez dans une boulangerie, vous avez 92 centimes. La baguette est à 1 euro. Vous devez revenir avec une baguette. D'après vous, combien de mendiants arrivent avec la baguette? Un peu plus. Quelques-uns. 20%. Les gens habillés de manière classique, on voit l'évolution. 40%. Et là où ça devient flagrant, c'est les costards-cravates. 75% des costards-cravates, ils ont la remise. Et l'une des instructions, c'était de ne pas être poli. Hein. C'était d'exiger la remise. Ça ouvre des portes. Hein. Qu'on le veuille ou non. C'est comme ça. On est programmé comme ça. L'habit ne fait pas le moine. On n'y est pas encore. Ça, dans le commerce, on s'en sert, évidemment. Ça, dans le commerce, on s'en sert. Les apparences. Comment je vais mettre les pieds là-dedans? Je suis fils d'ouvrier. Comme la plupart des fils d'ouvriers, je ne vais pas faire d'études. Je me contente du bac en candidat libre. C'est déjà bien. J'ai pas attendu Manu, hein. Je vais traverser la rue. Un paquet de fois. Je vais livrer des meubles. Je vais déménager des gens. Je vais travailler dans les centres de tri des déchets. Ça, c'est vraiment pas quelque chose que je recommande comme expérience. Hein. J'ai pas un odorat très développé. Mais même comme ça, j'ai morflé. Hein. J'ai fait que quelques jours en intérim. C'est dur, c'est un métier, ils ont beaucoup de courage, beaucoup de mérite. Hein, de faire ça, ceux qui font carrière là-dedans, il y en a qui sont là-dedans depuis 10-15 ans des fois. C'est un métier qui est vraiment très très dur. On a un tapis roulant devant et toute la journée, on va passer les poubelles des autres
C'était une expérience que je qualifierais presque de violente. Enfin, j'ai vraiment très mal vécu. Donc respect pour ceux qui travaillent dans ce type de métier-là. J'ai travaillé de nuit dans des magasins, des grandes surfaces pour faire des inventaires. J'ai travaillé dans la restauration rapide, la restauration classique. J'ai un petit peu tout fait. Je traverse la rue dans tous les sens. Ça n'arrête pas. Ce genre de conseils-là, du coup, ils me font bien rigoler aujourd'hui. Hein. J'ai une vingtaine d'années. Voilà, c'est après le bac. Je le passe aux alentours des 20 ans, candidat libre. Et vous l'avez compris à mon CV, je suis quelqu'un qui devrait faire un petit peu attention. À 20 ans, on ne fait pas attention. Moi, j'ai un longboard. C'est un skate, un grand skate. Voilà, c'est à peu près à cette hauteur-là quand la planche est debout. On est à Bordeaux, on est en été, c'est agréable. Il est 23 heures. À l'époque, je suis un gros fumeur. Clope sur clope. Hein. Mes potes me disent, Alex, on ne voit jamais sans une clope à la bouche. Tu devrais faire un petit peu attention quand même. Tu fumes beaucoup. C'est comme ça. Il est 23 heures, il n'y a plus un seul tabac d'ouvert et merde, j'ai plus de clope. Comment je fais? Il y a un tabac ouvert à Bordeaux la nuit. La gare. Quartier mal éclairé, mal fréquenté, toujours en travaux. C'est ma seule option. Allez, c'est pas grave, je suis avec une amie, on prend la voiture, on va au quartier de la gare. Sur le longboard, hein, imaginez, j'arrive sur place, je prends le longboard, je dis à ma copine, je vais aller plus vite comme ça, c'est à 500 mètres. Bon, je suis à peu près aussi agile là-dessus que, c'est pas Gilbert Montagnier sur une planche à voile, hein, une image bien parlante, hein, je suis vraiment pas doué. Et je fais le choix, de nuit, dans un quartier mal éclairé, en travaux, de partir sur ce truc. Je suis bien conscient que je ne mets pas en avant mes qualités intellectuelles. Hein. C'est pour vous démontrer autre chose que je vous parle de ça. Donc je vais faire peut-être 50 mètres, 100 mètres sur le longboard. Je suis bien, je suis stable, je regarde, je profite, il fait beau. On voit les étoiles. Je vois pas le trou par contre. Donc je vais faire un magnifique plat. On se prend, je finis directement comme ça par terre. Je me relève. Aïe, il y a un truc qui cloche. Je le sens, hein. Ça va pas. Je vais relever mon skateboard et j'ai deux options. Je peux retourner à ma voiture, j'ai la copine qui m'attend, 50 mètres, 100 mètres maximum, ou je vais au tabac. Je les veux mes clopes. Ben, je vais me servir du skateboard en béquille et je vais mettre 20 minutes à faire 400 mètres pour acheter mes clopes. Je vais m'asseoir 2 minutes quand même, parce qu'il faut arriver sur place, il y a les gouttes de sueur, je tremble, j'ai hyper mal. Et puis je vais faire les 20 minutes dans l'autre sens. Et puis quitte à être un peu con, je vais m'amener à l'hôpital en voiture. Genou cassé, rotule fêlée. Pourquoi je vous parle de ça dans une conférence gesticulée sur la manipulation? Là, ce qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle l'effet de persévération, l'escalade d'engagement. Ça, c'est un truc, on adore ça, les commerciaux, les vendeurs. La persévération. Toutes mes décisions ont été prises pour légitimer la première. La première décision que je prends, c'est aller acheter des cigarettes. Toutes les décisions suivantes, elles sont là pour valider ce choix. Je dois acheter des cigarettes parce que j'ai décidé d'acheter des cigarettes. On est tous sensibles à cet effet-là. C'est un chercheur qui s'appelle Stowe qui va faire des études là-dessus. Il va le faire dans l'entreprise. Dans le monde de l'entreprise, c'est encore plus parlant. Parce que si on est tous sensibles à l'effet de persévération, ceux qui y sont le plus sensibles, c'est ceux qui recherchent la performance. La performance. Ça, dans le monde du commerce, on la recherche, la performance. Donc, tous les choix vont être là pour légitimer le premier, qui peut être catastrophique. Hein. Là, l'exemple parle de lui-même. Il n'y a pas de solution miracle hein, pour se protéger de ça, mis à part peut-être prendre le temps de réfléchir, s'arrêter, demander conseil. Ça peut être bien, ça peut être utile. Et ça, dans une boutique, comment vous le traduire? Le simple fait de rentrer quelque part, c'est déjà un choix.
Dans une boutique, de plus en plus, vous allez voir des endroits où vous pouvez vous asseoir pour discuter avec le vendeur. S'asseoir et discuter avec le vendeur, c'est un deuxième choix. Vous avez fait un deuxième choix de rester dans la boutique et de discuter. Toutes ces petites choses, elles sont là pour accentuer cet effet de persévération. Évidemment, après, il y a les talents du vendeur qui vont rentrer en ligne de compte. Sa formation, c'est les compétences qu'on lui a données, qui ne sont là que dans ce but-là. Donc, l'escalade d'engagement de Stowe, ça a été testé dans une entreprise sur des élèves, en fait. Ils leur font faire des choix sur des investissements. Ils leur demandent d'investir dans une filiale. C'est fictif, hein, c'est une simulation. Stowe revient les voir quelques jours plus tard et leur dit, imaginez, vous êtes des années plus tard, la filiale dans laquelle vous avez investi se porte très mal. Est-ce que vous souhaitez continuer les investissements au cas où la filiale se développerait enfin, ou est-ce que vous coupez les investissements? Quasiment tous les groupes testés vont continuer dans leur mauvaise décision. Ça, c'est l'expérience de Stowe. L'escalade d'engagement. Je vais le vivre aussi. Cumulé à autre chose. Ce que je ne vous dis pas, c'est qu'évidemment, les techniques de manipulation, si vous les mélangez, c'est encore mieux. En mélanger plusieurs, là, c'est le nirvana pour un vendeur. Quand il arrive à maîtriser toutes les techniques qu'on lui donne dans ses formations, sans jamais lui donner les noms. Il ne faudrait pas qu'il fasse des recherches dessus, ça pourrait réveiller sa conscience. Toutes les techniques mélangées, ça peut donner des effets absolument dévastateurs. Donc je vais vivre une escalade d'engagement. Un peu après cet accident, je vais enfin sortir de la précarité. Je le crois en tout cas à l'époque. Je vais enfin décrocher un contrat long, chez Orange. Pas Orange, Photoservice. C'est une filiale qui est en train d'être rachetée par Orange. On ne sait pas pourquoi. Ils se sont intéressés soudainement à la photo. Ils ont décidé de racheter le groupe Photoservice, qui est en train de péricliter puisque le numérique est là et donc la photo est en train de disparaître, la photo argentique. Et moi je vais rentrer là. Il me dit Alexandre, on te propose un contrat de 8 mois, 10 mois pour commencer, à la boutique de Bordeaux-Centre, parce qu'on a un remplacement, quelqu'un qui part en congé individuel de formation, il faut le remplacer le temps qu'il soit absent. Et puis bien évidemment, bon là c'est compliqué en ce moment, hein, mais dès qu'une place se libère, pense à toi, évidemment. Si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. Ça se passe bien. Ça se passe plutôt très bien. Je découvre la vente en fait à ce moment-là. La relation avec les clients, la discussion, l'échange. On me forme aussi mes premières techniques de vente, même sans me donner les noms savants qu'il y a derrière. Le CDD se passe bien. Le CDD suivant aussi d'ailleurs. Puis le suivant. Puis le suivant. Le suivant, le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Ça n'arrête pas en fait. J'ai 12 contrats et avenants avec Orange à cette époque. Pendant presque 6 ans. En fait, on me fait bouger de boutique en boutique. Dans tout Bordeaux, je les ai quasiment toutes faites. Toutes les boutiques filiales. La filiale s'appelle Général de Téléphone ensuite. Une fois racheté par Orange. Et je vais faire quasiment toutes les boutiques de Bordeaux. Là, on voit un petit peu l'escalade d'engagement. Mais il y a un deuxième phénomène qui est présent. Ce phénomène, il s'appelle l'effet de l'heure. Comme je travaille dans Bordeaux-Centre, je vais m'acheter une petite moto. 125 cm3. C'est génial. Alors je vous dirais bien les cheveux dans le vent, mais bon. Déjà à l'époque c'est fini ça. J'ai déjà pris un poil sur le caillou. Mais j'apprécie quand même, c'est un vrai plaisir, c'est un vrai bonheur. Par contre je ne sais pas à quel moment, moi je me suis dit la moto c'est une bonne idée. Là c'est vraiment pas une bonne idée. Le deux roues n'a aucune protection évidemment, par le casque.
Et puis arrive ce qui doit arriver, hein. Je prends une bagnole en pleine face, hein. Elle me coupe la route, une voiture en plein rond-point, je suis en pleine accélération. Donc, heureusement c'est un rond-point donc je ne vais pas très très vite. Et je la prends de manière perpendiculaire, je vois la conductrice de très très près, je la reconnaîtrai encore aujourd'hui je pense. Je passe par-dessus, grand moment de solitude, hein, le vol plané ensuite avant de toucher le tarmac. Et je suis à terre. C'est assez étrange parce que je ne me souviens pas de la douleur à ce moment-là. Voilà, c'est pas quelque chose de... c'est pas un souvenir traumatisant, même si l'accident lui-même l'est. Il y a d'autres expériences qui ont été plus douloureuses que celle-ci. Et la première question que je pose une fois au sol, c'est les gens viennent m'aider, est-ce que vous allez bien, bougez pas, on appelle les pompiers. La première question que je pose, après avoir vérifié que je pouvais bouger mes doigts et mes jambes quand même, la première inquiétude elle était là, c'est est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Bon, heureusement la personne s'est enfuie, donc elle ne devait pas être trop blessée. Bon, rassurez-vous, quand ça arrive, ce genre de choses-là, il y a un fonds de garantie, on est quand même, voilà, au niveau des assurances, tout se passe très bien pour la personne qui est blessée, elle est bien prise en charge en France, et tout se passe bien. On m'amène à l'hôpital, les pompiers sont là, ils vérifient que, bon, ils enlèvent le casque, ils vérifient que ça va bien à ce niveau-là, je vous bouge les mains, vos jambes, tout va bien, ok. Ils vous foutent une couverture de survie dans l'ambulance, et puis c'est parti. Je ne vais pas le comprendre encore consciemment, mais c'est une fois à l'hôpital en fait qu'il se passe quelque chose, une sorte de déclic. Le médecin vient me voir, bon, monsieur Chauvin, vous avez une fracture assez embêtante, c'est rien de grave, il n'y a que ça qui est cassé, c'est le poignet. Il va falloir qu'on vous fasse une petite opération, on va vous poser une plaque en acier, 3 vis et une broche. Avec ce que j'ai eu avant, je ne devrais pas me mettre dans, ça ne devrait pas me perturber plus que ça. Bon, oui, c'est un accident, j'en ai déjà eu plein avant ça. Mais là, je vais craquer, je vais me mettre à pleurer. Je ressens quelque chose de terrible, je comprends à ce moment-là ce qui s'est passé. Ça fait des années que je travaille chez Orange, ils m'ont fait tourner partout. Et là, je comprends l'effet de l'heure. Mon leurre à moi, c'était le contrat à durée indéterminée. L'effet de l'heure, vous le connaissez. Vous le connaissez tous. Quand vous passez devant une boutique et que vous voyez cette super affiche avec la paire de chaussures dont vous rêvez, moins 50%. C'est ça l'effet de l'heure. Mon leurre à moi, c'était le CDI. Le vôtre, c'est quand vous rentrez dans la boutique, vous allez vers la paire de chaussures que vous aimez, chaussures ou des vêtements, ou quoi que ce soit, hein, ça fonctionne bien sûr. Toutes ces choses-là. Et là, il n'y a pas la pointure. Il n'y a pas la vôtre. Ou alors, il n'y a plus du tout le modèle, vous ne le trouvez pas. L'effet de l'heure, en fait, c'est à ce moment-là qu'il se joue. Si on vous donne tout de suite la bonne information, Alexandre, je suis désolé, bon, on va te faire enchaîner quelques CDD, mais tu n'auras jamais ton CDI. Là, vous êtes libre de prendre une vraie décision. On vous a donné les conditions tout de suite. Si on vous fait poireauter, là, c'est une autre paire de manches. Si on vous a donné l'info tout de suite, il y a 7% de chance seulement pour que vous achetiez autre chose. En revanche, si on vous dit, allez-y, faites un tour du magasin, regardez si en attendant, s'il y a autre chose qui vous plaît, hein, là, vous avez d'autres chaussures qui sont plutôt sympas, c'est la nouvelle collection. Là, vous avez l'ancienne qui est légèrement soldée. Alors oui, c'est pas autant que celle que vous avez vue à l'entrée, c'est vrai, mais bon, c'est pas mal. Déjà, il y a des jolies choses. Moi, je vais regarder en attendant en réserve si je trouve celle dont vous rêviez. Si on vous fait poireauter longtemps dans le magasin, c'est là que l'effet de l'heure va jouer. Plus vous attendez, plus vous vous rapprochez du seuil, où il y a 30% de gens qui vont acheter quelque chose quoi qu'il arrive. Mon leurre à moi, c'était ce CDI. Donc là, je vais dire merde à Orange. Ça suffit, quoi. Enfin, je vais rencontrer la responsable de secteur que j'avais vue 2 fois dans ma vie avant ça. Ça fait 6 ans maintenant que je suis chez Orange. Je vais lui dire, écoute, là maintenant, ça suffit, quoi. Enfin, il y a de la place à un moment donné où il n'y en a pas. Elle ne me connaît pas, mais elle va me dire les yeux dans les yeux. Écoute, Alexandre, je ne te fais pas assez confiance pour te donner un CDI. Je ne te fais pas assez confiance. Ça fait 6 ans qu'elle me fait tourner. Mais elle ne me fait pas confiance. Donc là, je dis merde.
Parce que, après, ce que je vous dis pas, c'est qu'aussi, quand vous êtes en CDD, vous n'existez pas, vous n'êtes qu'une merde, en fait. Vous voulez déménager, vous ne pouvez pas, personne ne veut louer un CDD. Dans Bordeaux, en tout cas. J'espère que quand on s'éloigne de Bordeaux, ça devient plus simple, mais en tout cas, Bordeaux, en CDD, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Vous allez, je me suis découvert une passion pour la photo en travaillant chez Photoservice, j'adore ça. Enfin voilà, pour développer les photos de vacances des gens dans des endroits merveilleux pendant quelques temps, c'est super. Enfin, c'est des moments d'échange avec les gens qui sont absolument géniaux. Donc, je me dis, je vais m'acheter un appareil photo. Je vais faire un 3 fois sans frais, c'est plus confortable. Ah mais monsieur, vous êtes en CDD, non, désolé. Vous êtes rien. Vous êtes rien quand vous êtes en CDD. Donc, voilà, je vais dire merde, et puis je vais retraverser la rue. Pendant 1 an et demi, 2 ans. Bah, je vais refaire des petits boulots, je vais refaire un petit peu d'intérim, je vais faire une petite mission de formation. Ça, c'était le moment de respiration un petit peu dans les missions d'intérim qui sont des fois un petit peu désagréables. Et puis vient le Messie. Martin Bouygues, c'est étonnant quand même hein, que je l'appelle comme ça. Martin Bouygues. Martin Bouygues, il va me le donner, le Saint Graal, le CDI. Martin Bouygues, il est là parce qu'à un moment donné, on a ouvert à la concurrence. On s'est dit, ce serait sympa d'avoir plusieurs opérateurs. Ça, c'est votre leurre à vous. Là-dessus, vous vous êtes fait avoir. Enfin, moi aussi à l'époque, j'étais un peu... Parce que Martin Bouygues... techniquement, avant l'arrivée de Bouygues SFR, on a un opérateur historique, il y a les PTT qui sont scindés en deux. On se retrouve avec Orange, France Télécom d'un côté et La Poste de l'autre. La Poste s'occupe essentiellement du courrier, la France Télécom qui s'occupe de la téléphonie fixe et plus tard du mobile, et qui va devenir Orange. La Poste va devenir une banque. Et puis d'ailleurs, La Poste va faire du téléphone. Vous avez dit que c'était débile de garder les deux ensemble. Et puis Orange va faire banque. Il y a eu un truc bizarre à un moment donné. Hein. Il y a eu un truc bizarre. Ça, c'est des directives européennes. Des directives européennes. Et puis c'est marrant, d'ailleurs, parce que en 2005, on nous a dit la concurrence, avant ça, on nous a dit la concurrence c'est bien parce que c'est bon pour le consommateur. Ça fait baisser les prix. Ça augmente la qualité de service. Puis en 2005, la même année où on vote non à leur version de l'Europe, il se passe un truc, vous vous en rappelez peut-être certains. Un grand procès, où 3 opérateurs se retrouvent assis sur le même banc. Ça parle à certains? Ouais. Entente illégale, entente commerciale. La concurrence libre et non faussée. Et les 3 mecs se retrouvent sur le même banc parce qu'ils se sont mis d'accord sur les prix. La main dans le paquet de gâteau, exactement. C'est exactement ça. Le doigt dans le pot de confiture. Le doigt dans le pot de confiture. En fait, ils s'échangeaient des informations. Les raisons pour lesquelles un tel résilie. Le nombre de gens qui résilient, pourquoi, comment. Toutes les informations qui va permettre aux voisins de récupérer ces clients-là facilement. Et puis on se les échange comme ça. On fait un roulement. Ça leur permettait de garder les mêmes parts de marché. Ils se sont mis d'accord. À quoi ils vont être condamnés? 500 millions d'euros d'amende. C'est beaucoup, hein, quand même. 500 millions. On en ferait des belles choses déjà avec 500 millions. Techniquement, plus tard, il y en a qui se sont posé la question combien ça nous a coûté. Donnez des chiffres au hasard. 800. Presque. 900. Encore un peu plus. Faut pas être timide, non, pas timide. 975. Pas timide, pas trop timide. 980. 1,2 milliard, ça nous a coûté. Minimum. D'après UFC que choisir, ça nous a coûté entre 1,2 milliard et 1,6 milliard. Ils sont condamnés à 500 millions. C'est vite fait, hein. Les consommateurs, la totalité des consommateurs a perdu 1 Voilà, milliard d'euros c'est ce que ça nous a coûté à nous. sur leur supercherie. Exactement. C'est ce que ça nous a coûté à nous parce que ça leur permet, cette Oui, histoire-là, ils ont engrangé de maintenir des cette tarifs somme-là. élevés en fait. Et ça nous coûte à nous 3 fois à peu près, entre 2 et 3 fois ce que ça leur coûte en amont. Je trouvais ça assez fort
que ce jugement-là soit rendu le jour où on dit non à cette version de l'Europe, et on va dire mais non, mais en fait vous n'avez pas compris plus tard. Mais voilà, ça arrive en même temps. C'est la petite anecdote, mais voilà. Martin Bouygues, l'air de rien, à ce moment-là, il me rend service, il me donne le Saint Graal, le fameux CDI qui va me permettre de déménager, de changer de voiture, de faire plein de choses que j'ai envie de faire depuis un certain temps quand même, puisque là je suis sur la trentaine, à un moment donné on a envie de se poser. Ça fait déjà 12 ans que je travaille et que je traverse la rue sans arrêt. Donc, merci à l'époque, je me dis merci Martin Bouygues de m'avoir fait ce cadeau-là. Je vais le regretter un petit peu plus tard quand même. Donc je vous ai dit un petit peu ce que c'était un opérateur. En gros, pour rentrer, pour vous donner un petit peu plus de sens sur comment ça fonctionne, Orange, à nos frais contribuables, a créé le réseau. Avec nos impôts, ils ont installé le câble en cuivre. Les autres louent. Voilà, ils payent juste un droit de passage et ils ont le droit d'utiliser le réseau qui a été payé par nos impôts. Sur les fréquences mobiles, c'est un petit peu le même principe. Pour communiquer avec les antennes, vos téléphones, ils utilisent des ondes. Ce sont des ondes qui sont des biens publics. C'est là-dessus qu'on faisait passer les radios, la TNT, toutes ces choses-là. Ça change petit à petit. Petit à petit, il y a de moins en moins de place pour le reste, puisque les opérateurs développent la 2G, la 3G, la 4G, la 4G+, la 5G. On arrive sur la 5G en fait, déjà ils sont en train de poser les premières antennes, et on réfléchit déjà à la 5G+, etc. Enfin, c'est sans fin. À un moment donné, ils vont brader toutes les fréquences, et il y a des enchères régulièrement qui sont faites. Ça leur coûte une petite somme, mais qui est dérisoire à côté de ce que ça rapporte, évidemment. Ça, c'est le fonctionnement du système des opérateurs en France, avec des biens publics. Donc je rentre chez Bouygues, je vais passer un petit peu de temps au service client d'abord pour faire mes preuves. Donc les plateaux téléphoniques, vous savez, on doit traiter 50 appels par jour avec le manager qui peut vous écouter en secret et vous faire des gentils retours à la fin. C'est pas une expérience inintéressante pour autant, j'apprends des nouvelles choses. Notamment convaincre par téléphone, c'est plus dur qu'en face à face. Donc on développe des nouvelles techniques. Mais très vite, c'est un métier qui ne m'intéresse pas particulièrement parce que c'est la course, c'est pas agréable, on ne discute pas avec les gens. Et moi, ce que j'appréciais dans les boutiques, c'était aussi de pouvoir échanger avec les gens. Et donc, je vais signifier que moi, j'ai envie de travailler avec quelque chose de nouveau. Donc, du coup, je dis, je veux bien travailler par téléphone, mais faites-moi travailler avec les professionnels ou quelque chose comme ça, parce qu'à terme, je voudrais peut-être devenir commercial. Et ça va aller très vite, en fait. Je vais d'abord passer au service pro, ça ne va pas durer longtemps. Et très vite, on va me dire, ok, tu as été vendeur en boutique, d'accord, on te laisse essayer le métier de commercial, une agence secrète sur Bordeaux, sur le plateau, une agence de vente à distance pour les PME, petites et moyennes entreprises. Donc j'ai le plaisir d'intégrer l'agence VAD4, VAD PME 4 à Bordeaux. Et là, je vais quand même vous définir un petit peu les choses pour que vous fassiez la différence entre un vendeur et un commercial. Parce que c'est pas forcément clair. C'est pas évident. Parce qu'en fait, il n'y en a pas vraiment. Le commercial, c'est surtout dans sa tête, en fait, qu'il est commercial et qu'il est différent du vendeur. Et ça, je le vois sur la journée d'intégration. Un petit peu comme dans les écoles d'ingénieurs, je sais qu'il y a des confs là-dessus où on raconte des trucs des fois un petit peu délirants. Là, c'est le même principe. On est sur Bordeaux, on se forme juste quelques jours sur Bordeaux, et puis on nous donne les billets de train, et puis c'est parti les gars, vous venez nous rejoindre à Paris, on va faire les présentations, on va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ok. On arrive sur Paris, donc, nous faut venir le jour de la convention annuelle. La convention. La convention, c'est des petits fours, café. Des fois, il y a même des intervenants type humoristes qui sont invités, des choses comme ça. Et c'est une journée entière où on va bichonner. Et nous, en plus, on est les nouveaux, donc on est d'autant plus bichonnés. On est accueillis. Bienvenue les gars, vous êtes les avions de chasse de Bouygues Télécom. Bravo. C'est grâce à vous qu'on fait notre beurre, c'est grâce à vous qu'on est riche. J'aime bien parce que cette phrase-là, ils l'ont sortie, c'est grâce à vous qu'on est riche.
Ah ouais. Le on était là. Donc, c'est super, vous allez être formé, vous allez bientôt intégrer le terrain, vous allez pouvoir travailler et vous allez vous faire du blé. Enfin, voilà. Vous êtes des avions de chasse. Il y a vraiment cette idée-là. Les avions de chasse, ça me fait penser à une technique d'ailleurs, le rafale. Il y a une technique, c'est la technique du rafale. C'est la technique du c'est pas fini. Dans la téléphonie, il y a un truc qu'on appelle les pépites. C'est les petits trucs qu'il y a dans un forfait qui vont plaire à telle ou telle personne. La technique du c'est pas fini, on l'utilise beaucoup dans les boutiques. J'ai une cliente qui rentre un jour, je suis encore chez Photoservice à l'époque, elle veut juste tirer 3-4 photos de vacances. Elle est super gentille cette cliente, elle vient de temps en temps tirer ses photos, donc je m'installe avec elle et puis on commence à discuter parce qu'en plus elle fait des belles photos. J'aime bien ce qu'elle fait, elle va souvent dans des coins super sympas. Et là c'est des photos de vacances dans les îles. Elle est avec son mari, avec ses mômes, et je lui demande, du coup vous êtes, elle m'explique, elle me raconte son voyage, comment ça s'est passé. Puis au fil de la discussion, malgré tout, je vous pose quand même quelques questions qui ne sont pas totalement désintéressées. Je fais quand même mon travail, j'ai un responsable qui me surveille. Je ne suis pas là pour tailler le bout de gras avec les clients non plus. Et je comprends qu'elle va régulièrement à l'étranger. Régulièrement, c'est 4-5 fois par an, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est une dame qui voyage pas mal. Donc je commence à lui poser des questions. Et votre forfait, il est comment? Est-ce qu'on peut regarder? Venez vous asseoir, donnez-moi votre numéro de téléphone. Ça aussi, ça fait partie des processus d'escalade d'engagement. Vous voulez bien me donner votre numéro? Oui. Asseyez-vous? Oui. Le oui. Le oui. Toujours le oui. Jusqu'à la fin, vous voulez bien signer? Oui. Ça, c'est le moment le plus important pour le commercial et le vendeur. Et donc cette cliente, elle me donne ses données, on continue à discuter. Hein. Et je récupère plein d'infos, super utiles pour le côté vendeur. Je dis, génial. Elle a de la famille, elle voyage souvent à l'étranger, elle a de la famille au Canada, elle a de la famille, si je me souviens bien, aux États-Unis aussi. Donc, elle aurait plein de raisons d'appeler à l'étranger. Donc là, je vais lui faire la technique du c'est pas fini. Cette cliente, je note, moi, dans un coin de ma tête, au fur et à mesure, toutes les infos qu'elle me donne, et je vais tout lui recracher d'un coup. Je vais tout lui balancer à la tronche. Mais madame, putain, j'ai un forfait, mais il est génial pour vous, il est fait pour vous. Regardez, vous me dites, j'ai de la famille à l'étranger, vous pouvez appeler aux États-Unis 5 heures par mois. Vous me dites, je vais souvent à l'étranger, c'est pas fini. Vous pouvez appeler depuis l'étranger 5 heures par mois. Vous me dites, je voyage souvent et j'aimerais avoir plus d'internet quand je suis à l'étranger parce que je ne peux pas envoyer mes photos sinon. Ben, c'est pas fini, vous pouvez envoyer plein de photos avec ce forfait. Et je vais lui faire ce qu'on appelle une déballe. Et je vais tout lui balancer. Je vais tout lui déballer. À coup de c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Il y a toujours une pépite. Jusqu'au moment où on me dit, non mais c'est bon, arrêtez, allez, je le prends votre truc, c'est génial. Il y a même SFR qu'on a fait une pub, les mecs se cachent même plus. Ils ont fait une pub, certains l'ont peut-être vu passer, avec des situations un petit peu délirantes où tu as quelqu'un qui joue au tennis, la salle s'éteint, donc il y a une des deux personnes qui dit bon ben on arrête, et l'autre en face, bah non c'est pas fini. Et puis ils enchaînent. Ça c'est la technique du c'est pas fini, ça marche vraiment, on est des rafales en fait, on tire en rafale, et pour Bouygues Télécom on est des avions de chasse. Moi la convention c'est pas un... Je ne l'ai pas raconté à mes collègues gesticulants. C'est pas un moment où je me sens particulièrement à l'aise en fait. Parce que je suis un peu maladroit, je suis entouré de gens en costard, cravate, chic, et on nous donne des tasses de café, on nous donne du champagne, on nous donne de l'alcool. C'est pas un bon mélange chez moi. C'est pas un bon mélange. Donc la première convention, au bout de 5 minutes, j'ai déjà vidé un café dans la poche d'un collègue. On est en train d'écouter le mec qui parle, et puis je suis comme ça, mon bras descend petit à petit. Et puis lui, il est juste là. Il se retrouve avec une coulée de café sur un pantalon beige, magnifique. Très beau, d'une classe, d'un goût. C'est exquis. Et puis le même soir, après quelques verres, évidemment, je ne sais même plus qui c'est ce mec-là, mais c'était un des grands pontes. C'était un costard cravate, un des N+2, N+3, N+4, c'est comme ça dans le commerce qu'on dit, mon chef c'est mon N+1, ensuite il y a le N+2, on en parlera un petit peu. Eh ben, il y a un N plus je sais pas combien, à un moment donné, qui arrive devant moi, j'arrive, il y a une marche, je la vois pas. Mes 2 flûtes de champagne vont finir sur sa chemise. Bonne entrée en matière, on se connaît pas encore, moi je suis Alexandre Chauvin. Donc voilà, la convention c'est pas un grand moment de bonheur pour moi. On voit de tout, hein. C'est assez délirant, l'alcool coule vraiment à flot. Il nous réserve la boîte de nuit qui a été designée par Lenny Kravitz, qui a vu sur l'Arc de Triomphe en plein Paris. Et ils nous font couler le champagne à flot, les petits fours, les burgers faits par des grands chefs avec la toque et qui sont là juste pour nous. J'en vois 2-3 qui vont sniffer des rails de coke dans les coins. On voit vraiment de tout. On voit vraiment de tout. Moi qui ne suis pas de ce monde-là à la base, ça ne m'intéresse pas vraiment.
ça fait bizarre, hein, je vous assure, quand vous vous retrouvez là-dedans. Je comprends certaines choses qu'on peut raconter sur les écoles d'ingénieurs, notamment, où on dit des fois que c'est du délire. C'est un peu pareil dans le monde des grosses boîtes, en fait. Hein. Parce que j'ai une confirmation que c'était pareil chez les autres. Hein. C'est pas, Bouygues Télécom n'est pas un cas unique. C'est un petit peu comme ça chez tout le monde. En même temps, ça a un but, tout ça. Ils sont pas gentils avec nous juste pour être gentils. C'est pas leur truc. Ils sont gentils avec nous. Vous avez peut-être vu passer ce hashtag, la Macronie adore ça, le j'aime ma boîte sur Twitter. C'est un peu la mode de la Startup Nation. Nous on appelle ça être corporate. Ça fait partie de ce jargon de l'entreprise. Il faut être corporate, les gars, on est les ambassadeurs de l'entreprise, on doit porter ses valeurs, les valeurs de Bouygues Télécom. Pardon. J'ai eu un... Ah, excusez-moi. Les valeurs de Bouygues Télécom. Donc, il faut être l'ambassadeur de la marque. Il faut vraiment... ça peut aller hyper loin, ce truc-là. Ouais, hyper loin. On n'y est pas encore en France. On n'y est pas encore en France. Mais aux États-Unis, il y a une agence immobilière qui a offert 30% d'augmentation à ses salariés s'ils acceptaient de se faire tatouer Rapid Reality. Le nom de la boîte. Sur l'avant-bras, le tibia, le mollet, peu importe. 30% d'augmentation, c'est énorme. C'est énorme. En Russie, il y a quelques semaines, là c'est le côté entreprise, mais ça peut aller loin aussi côté consommateur. Une entreprise, une pizzeria, une grande enseigne hein, qui est présente en France, va proposer à ses clients, en échange d'un tatouage, du logo de la marque, une pizza gratuite à vie, toutes les semaines. L'opération, elle va avoir tellement de succès qu'ils vont arrêter avant la date de fin. Ils vont dire, ah, c'est bon, ça va nous coûter un peu trop là. On arrête. En plus, ça fait un peu bad buzz au final. Hein. Ça fait vraiment un effet négatif en termes de communication parce qu'ils se rendent bien compte que les gens critiquent ça. Bon, heureusement, il y a encore des gens pour dire, non, on n'est pas franchement d'accord avec le concept. Quoi. Donc ça va pas se passer très bien. Mais on peut en arriver là. Si à un moment donné, si on ne met pas le haut là, qu'est-ce qui va les arrêter si c'est pas nous? Moi, c'est le hasard qui va faire que je vais arrêter ces choses-là, parce qu'effectivement, je deviens corporate. Je me fais avoir. C'est pas parce que les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est pas parce que je suis commercial que je suis malheureusement forcément beaucoup plus résistant aux manipulations. Je vois des ficelles. C'est pour ça que je les partage avec vous aujourd'hui. C'est que j'ai envie que vous puissiez les voir vous aussi, hein, pour éviter de vous faire avoir. Mais malheureusement, même en connaissant l'existence de ces ficelles, on peut se faire avoir quand même. Et donc, je vais rentrer dedans, mais plein pot. Enfin, voilà, je vais passer 2 ans en tant que commercial à la Vallée 4 à Bordeaux, et on vous donne tout, le portable est payé, le forfait plus le terminal, l'ordinateur est payé, on vous le donne, on vous donne la petite carte qui va bien pour vous connecter au réseau d'entreprise depuis chez vous, après tout, pourquoi pas, depuis votre lieu de vacances, on vous donne les frais d'essence pour les déplacements, tout est fait pour que vous soyez bien. Tout est même fait pour que vous soyez bien à titre personnel, hein. Il n'y a pas besoin d'être en contact avec quelqu'un d'autre que Bouygues, en fait. Vous avez sur le siège un pressing, une agence de voyage, un mec qui fait les sushis, des œuvres d'art, des œuvres contemporaines, là, comme diraient certains. C'est dégueulasse, hein, à l'entrée, une espèce d'énorme boue. J'ai jamais compris ça. Donc tout est fait pour que vous deveniez Bouygues Télécom. Et à la fin, j'étais Bouygues Télécom. Dans les repas avec mes amis, je parlais Bouygues Télécom. Et puis les gens m'identifient un petit peu pour ça aussi au bout d'un moment. Alex, je voudrais changer mon forfait, est-ce qu'on peut pas faire quelque chose, tu connais? Donc en fait, on est H24, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7. Et puis c'est le hasard en fait qui va me faire décrocher. C'est ma maladresse qui va me sauver. Je suis en vacances dans les gorges du Verdon. Je vous le conseille. Si un jour vous avez la chance de partir en vacances dans les gorges du Verdon, je vous garantis que vous passerez un moment magnifique. C'est beau, c'est des vallées encaissées, c'est des beaux lacs avec de l'eau bleue. Bon, le fait que je fasse ma demande en mariage à cet endroit-là joue peut-être aussi sur le souvenir que j'en ai, mais je passe vraiment un moment extraordinaire. Mais vraiment, ça vaut le coup. Je vous le conseille, c'est vraiment un endroit magnifique. Et puis, je prends un pédalo, mon canoë, un pédalo. Et puis on part avec Priscilla se balader sur un joli lac près d'Espars de Verdon. Et puis un client m'appelle, je décroche. Un deuxième client m'appelle, je décroche. Je suis quand même un peu au travail. Hein.
Et je suis sur un pédalo aussi. Est-ce que c'est une bonne idée, en tant qu'Alexandre Chauvin, d'utiliser le beau smartphone qui vaut quand même 800 balles, hein, payé par la boîte? Non, c'est pas une bonne idée. Donc je vais le tuer. À un moment donné, je m'emballe, SMS important, le contrat qui arrive. Et puis c'est fini, rideau, il part au fond. J'arrive à le récupérer quand même, mais c'est trop tard. Il est complètement noyé en fait, et je vais passer les meilleures vacances que j'ai passées sur ces 10 dernières années en fait. Parce que c'est le 2e jour. Il me reste encore une super semaine, et elle va vraiment être géniale. Je n'ai plus de téléphone, mon patron ne peut plus me joindre, les clients ne peuvent plus me joindre. Je n'ai pas amené l'ordinateur du boulot, parce que je peux travailler uniquement avec le téléphone. Et là, je vais vivre une super semaine. Et ma femme aussi, du coup, parce que je vais être plus avec elle. Donc la maladresse, ça sauve aussi. Hein. Ça peut sauver. Le langage, c'est quelque chose d'important dans le commerce. Je vous l'ai dit, la plupart de ces techniques, elles passent par l'oral en fait. On peut faire s'asseoir quelqu'un pour l'aider à s'engager. Mais le langage, c'est important. On a un langage particulier aussi dans la téléphonie. C'est pas seulement le langage de la manipulation, on a une sorte de langage d'expert. Un petit peu comme le langage médical, par exemple, qui va être un langage d'expert aussi. Quand on n'est pas du milieu, c'est pas évident. Ouais, pour vous en parler, le langage médical, c'est peut-être la meilleure image. J'ai 16 ans, je pique la mobilette d'un copain, je fais un tour de pâté de maison. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je vais prendre un coup, je vais passer par-dessus, et je vais me péter le poignet. Voilà, j'ai fait le droit en moto, j'ai fait le gauche en mobilette, tout va bien, je respecte les habitudes, les traditions. 2 roues, c'est pas pour moi décider. Je n'ai pas envie de le dire. Je suis jeune et con, j'ai 16 ans. Allez, je suis un dur, j'ai pas mal. Donc je vais passer, encore une fois, l'escalade d'engagement. Passer l'après-midi avec mon poignet pété en me disant c'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas que j'en parle à mes parents, j'ai fait une connerie. Pas grave, c'est bon. Arrive 20h, bon, c'est pas grave. Je mange avec mes potes, c'est pas grave. J'ai mal un peu quand même. Ça commence à gonfler avec la soirée qui arrive. Là je me dis, 23h, c'est grave un peu quand même. C'est tout bleu, ça commence à changer de couleur. Un moment. Et là, bon, départ à l'hôpital. Et évidemment, j'ai les poignets pétés, on s'en rend compte en radio, le médecin arrive. Bon, monsieur Chauvin, je ne veux pas le dire sur la vidéo, est-ce que je le dis? J'ai menti à ma mère ce jour-là, en plus je ne le dis pas, je me pète la gueule en mode une mobilette, j'espère qu'elle ne verra pas la vidéo. Je ne sais pas si je lui ai dit la vérité depuis, je ne pense pas. Bon, allez, je le dis. J'ai menti, j'ai fait ça en mobilette, elle ne le sait pas. Donc le médecin me regarde, monsieur Chauvin, vous avez une fracture du scaphoïde gauche, donc on va devoir vous faire un traitement orthopédique. C'est une fracture qui peut être embêtante parce que ça peut virer en pseudo-arthrose, et malheureusement c'est à surveiller parce que plus tard ça peut vous faire de l'arthrose et ça peut nous amener à faire une résection des os du carpe avec éventuellement un implant. J'ai 15 ans moi, 15-16 ans. Voilà, le seul truc dans ma tête c'est mais c'est chiant ou pas? Ça va être long, 3 mois. Bon, à 16 ans, c'est pas grave, je vous rassure, c'est vraiment pas une fracture méchante. À 16 ans, on calcifie très bien. Mais c'est plus tard, maintenant si je me le répétais, ça pourrait être embêtant à partir de la trentaine, la quarantaine. C'est un os qui a beaucoup plus de difficultés. Sur les 206 os du corps humain, c'est celui qui calcifie le plus mal. J'ai choisi celui-là, voilà. Je me suis dit ça peut être sympa dans le CV. Donc le scaphoïde gauche, et là le langage médical, il est magique, je trouve, parce qu'effectivement, si on n'est pas du milieu, on ne comprend rien. La téléphonie, c'est pareil, on a notre langage d'expert. Notre langage d'expert, chef, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire un link au scoring, parce que là j'ai un problème avec cette cliente. Elle m'a demandé de faire une porta sur sa créa, j'ai rentré le RIO sous Chloé,
Et là, j'ai un chaos, donc je ne comprends pas ce qui se passe. En plus, j'ai un super dossier, là, ça peut donner lieu à un SDSL derrière, ou un FTTO, il y a une solution VPN. Il faut vraiment que tu mêles la VPN en UTM, oui, en UTM. Donc ouais, est-ce que tu peux leur envoyer un link, parce qu'il faudrait débloquer la situation rapidement, regarde les infos, check sur Infogreffe, il faudrait faire ça à ça. Ça va, tout le monde a suivi? J'ai à peine forcé le trait. Vraiment, je vous assure, le langage de la téléphonie, c'est voilà, comme tous les métiers, il y a un peu de technique. Voilà, le médecin me parlerait là, j'ai appris par cœur ma phrase tout à l'heure, parce que je ne comprends rien à ce que je vous dis. Quand je vous parle du scaphoïde, c'est parce que c'est une résection des os du carpe, c'est juste que ça n'a pas l'air sympa. Là, c'est pareil, j'imagine que vous ne comprenez rien. Il y a deux mots importants en fait dans cette phrase pour vous en tant que consommateur. Le premier, ça va être préventif. J'ai un client qui me demande de faire une portabilité du numéro. C'est-à-dire, il est chez Orange, il veut venir chez Bouygues. Vous pouvez changer d'opérateur. Si vous êtes engagé, il faut attendre la fin, sinon ça vous évite une grosse facture. Vous pouvez changer d'opérateur avec ce qu'on appelle un RIO, un relevé identifiant opérateur. La cliente me le donne, je le rentre dans mon appli, je laisse tourner 24 heures, et là, le logiciel me dit ça ne marche pas. Ça peut ne pas marcher pour plusieurs raisons. Ça peut être mon service scoring qui bloque. Le service scoring, c'est un service d'enquête en fait. Il vérifie que le client est solvable, gagne de l'argent. Oui, c'est sympa. Hein, Ils ont accès au compte? ah oui, on a accès à tout. Voilà. Moi déjà en tant que commercial, je dois faire ma petite enquête. De toute façon. Donc quand un client m'appelle pour prendre ne serait-ce qu'une ligne téléphonique, je vais regarder sur LinkedIn, est-ce qu'il existe vraiment ce monsieur, est-ce qu'il a vraiment une entreprise. Je vais aller sur Infogreffe. Moi, je ne peux pas consulter les bilans, mais eux, ils payent un abonnement, mais responsables, pour pouvoir accéder à vos bilans d'entreprise, consulter vos comptes. Et puis là, va arriver un truc sympa, c'est que, alors, j'ai constaté plusieurs fois, suivant votre nom, par exemple, et la consonance de votre nom, on peut me dire, à moi, Alexandre, ensuite, on m'appelle, Alexandre, ce client-là, on n'a pas trop envie de travailler avec lui, parce que on ne sait pas trop, sur son entreprise elle est récente, ils ne me le disent jamais clairement, mais ce qu'ils vous font comprendre c'est que le nom ne leur plaît pas, hein, très clairement, je l'ai bien compris. Et on ne peut pas refuser une vente, c'est pas légal. Donc on va tout simplement demander l'impossible. Allô monsieur le client? Ouais, pas de problème, je peux vous envoyer votre ligne. Par contre, il faut que vous me fassiez un dépôt de garantie de 4 000 €. Ça passe ou non? Ça passe. Bon, ben, bonne journée, monsieur. Désolé, je suis navré. Ça peut arriver. Le plus gros dépôt de garantie que j'ai vu passer sur mes 2 ans et demi de commercial, je crois qu'on était à 12 000 €. Et le client a payé. Je ne sais pas si j'ai été bon ce jour-là. Je sais pas, un accès de... Mais en tout cas, il a payé. Il m'a payé 12 000 € parce que ce monsieur, tout simplement, pour que sa boîte elle vive, il a besoin de ses lignes. C'est peut-être ça aussi. C'était un vrai client qui avait besoin de travailler, il nous a fait son virement. Mais on peut demander l'impossible si notre service scoring, des gens totalement déconnectés de la réalité, considère que vous êtes un client, on m'a dit aussi, oh, celui-là, il ne vaut pas le coup. Il ne va pas nous rapporter assez. Ça, c'est le service scoring. Préventel, l'autre mot important de cette phrase, Préventel, c'est une liste. Alors, les opérateurs, on dit qu'ils sont concurrents. Donc, normalement, ils ne partagent pas. Mais quand ça les arrange, le partage, c'est bien. Préventel, c'est une liste où les 3 opérateurs, 4 depuis que Robin des Bois a rejoint le marché, Robin des Bois, c'est Xavier Niel. Donc, il y a des yeux qui se... Voilà. C'est le PDG de Free. PDG de Free qui traite ses employés vraiment comme les pires merdes de l'humanité. Hein. Je vous laisserai faire des recherches. Malheureusement, je ne maîtrise pas de l'intérieur, donc c'est plus compliqué. Mais vous pouvez vous renseigner sur la manière dont Xavier Niel traite ses employés, ça vaut le détour. Donc Préventel, ils se mettent tout simplement d'accord. Moi, ce client-là ne m'a pas payé la facture le mois dernier, je le mets sur la liste. Derrière, Orange, Bouygues, SFR accède à la liste. Et puis le jour où vous voulez changer d'opérateur, ah non monsieur, non madame, vous êtes Préventel. Il faut d'abord contacter la personne à qui vous devez une facture. Vous y êtes pour 5 ans. Préventel. Donc quand ça les arrange, là ils deviennent partageux. Hein, quand c'est dans leur intérêt financier,
C'est pas comme EDF par exemple, on peut quitter avec un impayé pour aller chez un concurrent. Dans la téléphonie, ça marche pas comme ça. Spécial dédicace. On en a un dans les gesticulants qui nous a raconté ça, qui m'a conseillé, puisque j'ai eu une très mauvaise expérience avec EDF là tout récemment, qui m'a conseillé de les quitter en faisant opposition. Ça, vous ne pourrez jamais le faire dans la téléphonie mobile. Ils se sont verrouillés de tous les côtés. Quoi qu'il arrive, vous devrez payer. Pourtant, ça sonne bien à la base. En Préventel, on pourrait se dire c'est un truc de prévention, peut-être les gens qui sont addicts et qui passent trop de... Mais non, non, c'est juste pour les protéger, eux. Ils se font de la prévention entre eux, entre les mauvais payeurs. Il y a ce langage d'expert, et puis après, comme je vous le disais, on n'est pas insensible aux manipulations, on se fait manipuler régulièrement. Et il y a ce mot-là qui arrive un jour chez Bouygues. Ce mot-là, je l'avais entendu, on m'avait dit de m'en méfier. Franck Lepage, qui en parle dans une de ses conférences, ce mot-là, c'est le mot qui a remplacé le mot hiérarchie. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu la conférence de Franck, où il parle de ce mot-là, le mot projet. Là, on parle peut-être parce que c'est notre projet. Cette belle phrase qu'on entend à tout bout de champ en ce moment. Mais le projet, il est venu chez Bouygues Télécom. Le projet Crozon. Crozon, c'est une ville en Bretagne. J'ai eu confirmation qu'aujourd'hui. Projet Crozon, ils nous vendent ça comme quelque chose de merveilleux. Avec le projet Crozon, les gars, vous allez voir l'entreprise, l'Afrique qui nous a fait mal, mais l'entreprise, elle va se redresser, ça va être super. On va mutualiser les antennes avec SFR, c'est-à-dire qu'en fait, on va partager les endroits où on doit payer des locations pour poser notre support, mettre notre antenne et desservir nos clients. Ben, on va les partager avec SFR. Comme ça, ça va nous coûter moins d'argent. Super, sur le papier. Des économies. Donc ils vont nous vendre ça pendant 6 mois, 1 an. Le projet Crozon. C'est merveilleux, les gars. Ils ont juste oublié un petit détail. Si on pose moins d'antennes, si on entretient moins d'antennes, eh bien on a besoin de moins d'employés. Le service réseau Bouygues Télécom, ben on peut le dégraisser, comme ils disent eux. Donc je vais vivre mon premier plan de départ volontaire. Là aussi au niveau des mots c'est magique. Le plan de départ volontaire. Je n'ai pas croisé un volontaire. Moi je ne sais pas où ils les ont trouvés les volontaires. Par contre j'ai croisé beaucoup de gens licenciés. Plan de départ volontaire, qui s'appelle maintenant je crois PSE, plan de sauvegarde de l'emploi. Parce qu'ils l'ont encore changé, ça commençait à se voir. Les plans de départ volontaires, il commençait à y en avoir un petit peu partout. Donc il fallait trouver encore un autre nom. Et quand le mot commence à être connoté, c'est pareil dans le commerce, on change tout simplement. Voilà. Si le mot dérange, on change le mot, comme ça règle le problème. Là j'ai commencé à ça faisait déjà un moment que je me sentais déjà plus en phase avec mon métier, plus très bien. Et cette histoire de projet, Crozon, plan de départ volontaire, ça m'a déjà un petit peu touché. Et puis vient 2017. 2017, ils vont en remettre un coup. 2017, ils vont nous afficher en grand Didier Casas, le directeur général de l'entreprise, quitte Bouygues Télécom pour soutenir Emmanuel Macron et l'aider à écrire son programme présidentiel. Bon, maintenant, je vous le dis, vous savez d'où il vient le projet. Le directeur général de Bouygues Télécom s'est occupé de ce qu'ils appellent, je crois qu'ils appellent ça les sujets régaliens. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Mais ils nous ont mis ça sur réseau interne. Didier Casas. Un mec qui touche de mémoire entre 800 et 900 000 euros par an. Est-ce que vous pensez vraiment que son projet, c'est le nôtre? Donc il va aider Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. J'ai posé la question, j'ai commencé à déranger à ce moment-là, chez Bouygues Télécom. J'ai posé la question, pourquoi vous nous le mettez? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? J'ai posé comme ça à mon chef. C'est moyen. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que Didier Casas quitte l'entreprise pour soutenir Emmanuel Macron? J'étais déjà engagé politiquement ailleurs, pour tout vous dire. Donc ça me gonflait sérieusement.
Cet affichage, c'était de la pub pour moi. Ils disent non, c'est pas de la pub, on ne soutient pas officiellement Emmanuel Macron, on veut juste qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il quitte l'entreprise le temps de la campagne, on ne le paye plus. Bouygues Télécom ne subventionne pas Emmanuel Macron. Là, vous voyez quand même l'arnaque. Hein. De toute façon, le mec, il a pris son chèque à de 900 000 euros, donc il peut bosser gratuit pendant 2 mois, il n'y a pas de problème. Et puis la deuxième couche, c'est pas fini. On rappelle la technique du c'est pas fini. Ils vont me tuer là, pendant les législatives. Mon patron direct, Jean-René Cazeneuve, là je donne son nom puisque c'est public, hein, vous pouvez même consulter ses comptes sur le site de la Haute Autorité pour la Vie Publique.fr. Jean-René Cazeneuve, ça fait 2 mois qu'il a été promu directeur du service VAD entreprise. 2 mois. Je ne l'ai pas vu une seule fois. On n'a pas entendu dire qu'il ait fait quoi que ce soit. Il n'a même pas fait d'annonce quand il prend son poste. On ne croise pas. Et puis il se barre pour être candidat à LREM. Et puis Jean-René Cazeneuve, je mélange les deux du coup. Là c'était Didier Casas, là c'est Jean-René Cazeneuve, quitte l'entreprise. Et du coup il rend ses comptes, il rend ses finances publiques. Il rend ses finances publiques, puisqu'il est élu député de la République En Marche. Là, en plus, je vais me rendre compte qu'il touche 400 000 euros par an chez Bouygues Télécom en moyenne, hein, puisque ça, il fait des années à 300, les mauvaises, et puis des années à 500, c'est les bonnes. Mais l'année où il part, il a bossé 3 mois, et il va prendre 700 000. C'est bien fait quand même. Hein. Donc là, ils vont quand même sérieusement me rendre dingue en fait. Hein. Là, je vais commencer à poser des questions qui dérangent, je vais commencer à m'énerver en réunion. Et là, le langage avec moi, il va changer. Là Alexandre, il est plus corporate. Là, ça se sent quand même. Donc, on va venir me voir plusieurs fois. En réunion, en public, on va me dire, à toi, le communiste de l'équipe, il faudrait te calmer un petit peu. Je ne l'ai pas pris comme une insulte, mais c'était dit comme tel, en tout cas. Je l'ai bien senti. Ou alors on va me prendre en privé, on va me dire qu'il faudrait te calmer un petit peu avec tes revendications parce que tu commences à déranger un petit peu. Je ne sais pas s'il y a des gens de la CGT dans la salle ou qui sont syndiqués à la CGT. Alors sachez-le, si vous avez des potes à la CGT n'est pas présente chez Bouygues Télécom. Et un jour on est venu me voir en me disant « Alexandre, on voudrait faire un point privé avec toi. Les RH sont venus me voir, on a peur que tu nous ramènes la CGT. Ça reste entre nous, hein. Hein, là, c'est les RH qui se sont confiés à moi. Et vraiment, là, tu nous fais flipper. Hein, et la responsable RH, elle est venue me voir et elle me dit, Alexandre, quand même, je veux dire, on a 8000 collaborateurs, il y a eu la grève sur la loi travail, et sur les 6 collaborateurs, il y a Alexandre. Et 3 potes d'Alexandre dans la boîte. Donc, vu que c'est moi qui pose quand même pas mal de questions qui dérangent, ils ont bien compris que sur 8000 collaborateurs, on n'est que 6 au final. Mais sur les 6, il y en a quand même 4 qui sont autour de moi. Ça commence à se voir. Ça commence à se voir. Et je suis en souffrance. Très honnêtement, je suis en souffrance. Le burn-out, il commence à guetter. Parce que parallèlement, j'ai de plus en plus de mal. Je les vois de plus en plus, les ficelles de la manipulation, même si on ne me l'a jamais présenté. On ne nous a jamais formés en nous disant vous devenez des manipulateurs, c'est génial. Non, vous êtes des négociateurs. Vous négociez, je suis négociateur confirmé. Parce qu'on ne nous donne pas les noms des études qui ont été faites sur ces choses-là, on ne sait pas comment ça fonctionne. On nous dit juste tu fais ça, et tu vas voir, ça va bien se passer, le mec il va signer. On nous entraîne ensuite à utiliser les bonnes phrases, les bons mots. Mais je commence à me documenter. Je commence à soumettre un petit peu. Et ça passe pas très bien. Et puis vient le craquage. Mon dernier problème de santé. Le burn-out. Ça fait déjà quelques temps que mon Toubib m'a donné des anxiolytiques. Hein. Il faut vous détendre. Là. Déjà, vous êtes à 10 cafés, vous allez réduire. Hein. On va essayer de passer à 5. Hein. On va faire petit à petit. Et puis ensuite, vous essayerez 0. Ça serait bien 0. Ça serait pas mal. 10 cafés, c'est ouais. Et puis 10 cafés, c'est dans les petites journées. Quand je me tiens à mes horaires, 9-18, je tourne à 10 cafés. Mais ça peut très vite monter parce qu'en fait, c'est non-stop. Non-stop. Parce qu'on travaille le soir, on dort mal. En plus, quand je commence à être mal dans ma tête, je dors encore moins bien. Et puis vient donc ce qui va me faire
déverrouiller. Déverrouiller. Je vais avoir un de mes clients, dont je ne peux pas vous donner le nom, mais vous le connaissez. C'est quelqu'un qui fait de la télé. Parce que j'ai des petites entreprises, mais j'en ai aussi des moyennes. Et puis j'ai la chance de... Cette personne-là, en plus, je l'apprécie. Et puis, cette personne-là, qui est journaliste, va se retrouver dans un pays en guerre. Il va faire une bêtise. Il va utiliser son téléphone pour transférer son reportage vers la France, la vidéo. Alors, il y en a qui ont déjà pris des grosses factures depuis l'étranger. Entendu parler. Bon, sur la data, l'Internet, c'est là-dessus que les opérateurs ils font leur beurre aujourd'hui. Et puis, quand je dis ils font leur beurre, ils font leur beurre. Comment faire des tartines? Dans ce pays-là, pour vous donner une idée, on facture 10,24 € le mégaoctet de données. Un mégaoctet, c'est que dalle. Une photo, c'est 4 mégas. Donc si vous êtes dans ce pays-là, c'est la Syrie en l'occurrence, vous envoyez une photo, 40 €. Deux photos, 80, etc. Donc vous imaginez la vitesse à laquelle ça peut aller. Une vidéo, ça peut faire 50 mégas, une petite vidéo de quelques secondes. Quelques secondes. Le mec, il fait un reportage télé. Donc moi, je suis vendredi soir, j'arrive chez moi. Il est un peu bête. Alors il a effectivement, vu le métier qu'il fait, il aurait quand même dû se douter que c'était une mauvaise idée, parce qu'ils sont quand même normalement plutôt connectés, ces gens-là. Donc on pourrait dire il est un peu bête, mais l'accident arrive aussi. Parce que des fois on ne s'en rend pas compte. Hein. Quand on vous vend les téléphones, nous en tant que vendeur, on ne coche pas forcément la case qui va dire au téléphone de ne pas se connecter si vous passez la frontière. Ça s'appelle faire du roaming, notre terme technique. Quand vous faites du roaming, vous quittez le réseau français. Je suis client Bouygues Télécom, je passe en Espagne. Je crois qu'il y a un opérateur qui s'appelle Star. Ben, je vais passer sur réseau Star parce que Star a passé un accord avec Bouygues. Et donc, Star va facturer à Bouygues l'Internet que je vais consommer sur son réseau. Le discours de Bouygues, c'est de dire certains pays nous coûtent très cher, donc on les facture très cher. On n'a pas d'accord avec eux, par exemple. Et ce jour-là, ce client, c'est ce qui lui arrive en fait. Voilà. Il est en Syrie et il envoie un fichier de plusieurs gigaoctets. Donc il prend une facture, logique, de 55 000 € hors taxe, 75 000 € TTC. Une ligne, 5 minutes. Là, ça peut aller vraiment très très vite. Ça peut aller très très vite. Donc la cliente qui gère le dossier, la personne qui gère le dossier dans le studio de cette émission de télé, elle m'appelle, elle me dit j'ai un journaliste qui était en Syrie, je ne comprends pas ce qui s'est passé, elle est en panique, je sens qu'elle est mal, donc je la rappelle. Puis écoutez Camille, on va s'arranger. Voilà, rassurez-vous, lundi, là j'ai pas mon ordi en plus, donc j'essaie de la calmer vraiment autant que je peux. Je lui dis de toute façon chez Bouygues Télécom, on fait du service client, rassurez-vous, on n'est pas là pour vous plomber. En plus voilà, vous savez très bien qu'on a une relation plutôt sympa. Vous savez très bien que je vais faire tout ce que je peux pour vous sortir de ce mauvais pas. Et puis j'en ai envie, en plus c'est sincère, hein. Là je suis pas dans la manipulation justement, je suis mal pour elle, parce que quand elle me dit j'ai un prélèvement qui est en cours là, qu'est-ce que je fais? Je dis vous le rejetez, on s'arrange lundi, rassurez-vous, on ne fera pas les lignes dans le week-end, personne ne bosse, hein, chez vous l'entreprise le week-end, donc il n'y aura aucun problème, vous pouvez continuer à bosser. Le lundi arrive, effectivement c'est un client connu, c'est une émission de télé, qui en plus rejoint le groupe TF1 dans cette période-là, on va faire un super geste commercial. Et c'est là que je vais accéder à des données auxquelles je ne devrais pas avoir accès. Je vais accéder à ce qu'on appelle le coût d'interconnexion. Ce jour-là, je vais apprendre ce que ça coûte vraiment à Bouygues Télécom, alors que ça a été facturé 55 000 € hors taxe. Alors il y a une loi sur le secret des affaires qui a été votée, qui m'interdit de vous donner ce chiffre. Donc je vais essayer de vous donner un ordre de grandeur. La plus grosse remise que vous pourriez imaginer, elle ne sera pas assez grosse. On va encore augmenter un petit peu. Et on gagnait encore 10 fois ce qu'on facturait. C'est énorme. C'est vraiment des ordres de grandeur qui sont démesurés. Là, je me dis déjà, je peux plus. Enfin, c'est pas possible. Et dans la foulée, un collègue, qui est un ami aussi, hein, on travaille ensemble depuis plus de 2 ans maintenant, on s'entend bien,
c'est un mec qui travaille comme moi, il aime ses clients, il aime s'occuper d'eux correctement, il respecte les gens. Et je le vois, mais c'est pas longtemps après. Hein. Et je le vois à son bureau et je vois à sa tête j'ai même pas besoin de lui parler. Je comprends ce qui est en train de se passer. Il a un client dans la merde. Donc je vais le voir. Ce qui se passe, il y a un petit entrepreneur, petite entreprise qui fait 30 000 € de chiffre d'affaires à l'année. C'est vraiment, ça fait partie des petites boîtes qu'on gère. Voilà, on en a plein des comme ça. Il est parti au Maroc, il a laissé son téléphone à son gamin. Erreur. Facture à plus de 15 000 €. Encore une fois, on va accéder tous les deux cette fois au coût d'interconnexion. Je vais voir que ce qu'on facture, encore une fois, est énorme à côté de ce que ça nous coûte. Mais j'ai un espoir. Pour mon client, on a fait un truc énorme. Je me dis, ce client, on peut aussi l'aider. Enfin, on fait une demande à la direction, réponse de la direction, pas de problème. Vous dites à votre client qu'il nous prend 6 abonnements à 80 € par mois et on lui fait 20% de remise. Là, je réfléchis même pas. Je prends mes affaires, je les pose, je me lève. On est sur un gros site à Bordeaux, chez Bouygues, on a un médecin sur place, c'est génial. Tout était prêt. J'arrive dans le bureau, je toque. Je dis au médecin, écoutez, il faut qu'on parle. Il sait pourquoi je suis là, parce que ça fait déjà 2-3 fois sur les 4 mois qui précèdent que je suis allé le voir. On va dire, ça va pas fort. Je lui explique la situation, je lui dis, je suis pas là pour ça. Ça m'intéresse pas, j'arrête. Je m'en fous comment. Vous me dites ce qu'on doit faire, j'arrête. Là, je retourne pas au bureau. Je veux pas voir mon chef, je veux pas voir la RH, je veux pas voir machin, je veux pas voir truc, je me casse. Il me dit, écoutez, il n'y a pas de problème, monsieur Chauvin, je comprends, ça fait plusieurs fois qu'on se voit, il est super. Médecin du travail, super. Il m'envoie chez mon médecin traitant. Il me dit, vous allez le voir, là, vous prenez le papier, moi je m'occupe de transmettre à la RH, vous vous cassez. Et ensuite, avec votre médecin traitant, vous verrez ce que vous allez faire. Je sors, je croise mon collègue, qui rentre dans le bureau du médecin du travail, et en fait, ce jour-là, dans la même équipe, 2 burn-out. On n'appelle pas ça burn-out, hein, c'est pas reconnu. Donc le médecin traitant, il va mettre dépression liée au travail. Donc je fais une dépression liée au travail. Et plus je me tiens éloigné de ce boulot, plus ça va. Donc j'identifie assez vite quelle est la cause de la dépression. Ça ne fait pas un pli en fait. Je me suis fait arrêter, je crois que c'est le 5 janvier de cette année. Je vais passer 6 mois en arrêt maladie. Ça va aller de mieux en mieux. Je vais m'investir de plus en plus dans d'autres activités, notamment des activités, on va dire, un petit peu plus politiques, où je vais faire des choses qui vont même jusqu'à me procurer du plaisir, ce que je ne connais pas forcément dans mon métier. Et puis vient la rupture conventionnelle, la direction est... Alors, si un jour vous devez partir de chez votre employeur, si ça se passe mal, je vous recommande les histoires avec la CGT. Laissez planer le doute. Hein, ils ont été ravis de me dire, ils m'ont presque déroulé le tapis rouge. Ils étaient super contents que je m'en aille. J'ai été moi super ravi de leur dire pourquoi je partais en entretien officiel. Je pars parce que je ne suis pas là pour escroquer mes clients. J'ai dit à ma RH, là, je vous donne le numéro sirène, ce client-là, pour moi, ce qu'on lui a fait, ce qu'on a tenté de lui faire, c'est un crédit déguisé. C'est pas légal. Je lui ai dit, vous le notez si vous voulez, dans notre compte rendu d'entretien, je me doute bien que ça ne sera pas fait, mais moi je pars pour ces raisons-là. Je ne suis pas là pour ça. Donc je quitte enfin Bouygues Télécom. On en arrive à la conclusion. J'ai oublié une partie en fait. Je suis hyper emmerdé là. Tu l'as vu en plus, toi, que je l'ai raté, non? Ouais. Bon, on en parlera après. On en parlera après, je ne sais pas comment revenir dessus. Je vais vous parler plutôt maintenant, on va conclure. S'il y en a qui veulent échanger, je serais ravi d'échanger avec vous après. Je reviendrai sur les sujets que j'ai pu rater.
C'est le sujet qui me tenait le plus à cœur, c'est complètement con. Donc les moyens de lutte que j'ai trouvés pour lutter contre ces choses-là, je me suis engagé sur le terrain de la politique locale. C'est ça qui me procure du plaisir. Parce que j'ai rencontré des gens formidables qui ont aussi envie de se battre pour les autres. Voilà, j'ai rejoint la France Insoumise. Je suis devenu, pour le coup, vraiment insoumis. Pour vous donner un exemple, il y a 2 semaines, on s'est réunis à une dizaine. On a fait venir un député insoumis. On s'est réunis une dizaine devant un restaurant, une pizzeria. Parce que le mec, qui a une dizaine de restaurants en boîte à pied, je ne peux pas donner le nom. Je ne voulais pas donner le nom. On pourra mettre un bip sur la vidéo, donc boîte à pizza. De toute façon, ouais, j'ai fait un communiqué de presse, après tout, je m'en fous, j'assume. Donc je vais écrire un communiqué de presse parce qu'une connaissance vient me voir et me dit, écoute Alexandre, je ne sais pas quoi faire. Voilà, j'ai fait 1 mois dans ce resto et le mec, je suis parti parce que les conditions sont déplorables, il y a plein de trucs qui sont choquants. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de choses qui sont choquantes dans la gestion du restaurant, qui relèvent de la responsabilité du patron. Et cette personne décide donc de partir. Et elle me dit, le mec, on est début octobre, il ne m'a pas payé. Et ça arrive souvent. Effectivement. Mais non, mais je te confirme parce que en creusant, je lui dis, écoute, est-ce que tu as d'autres infos à me donner? Moi, je veux bien en parler à mes copains avec qui je me réunis 1 fois par mois pour discuter de qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer les choses dans le coin. C'est justement le genre de choses qu'on a envie de faire, vous aider sur ce genre de cas-là. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on demande sur le terrain. On s'en fout de ce qu'ils font à Paris. Nous, on veut aider les gens. Et elle me dit, on est une dizaine dans ce cas-là, rien que sur Bordeaux. Donc on va se réunir, je vais faire un petit communiqué de presse, je vais faire tourner un petit peu sur Facebook, je vais inviter le député insoumis qui a la chance d'en avoir un à Bordeaux, il accepte de venir, bon super, je le rajoute dans mon communiqué de presse qu'il y aura un député et une candidate aux européennes. Ce communiqué de presse, il va arriver sur le bureau du patron, qui ne va pas aimer du tout, qui va m'appeler. Je vais prendre un pied monumental, il va essayer pendant 1 heure au téléphone, je passe 1 heure avec lui, et là j'utilise tout ce que j'ai appris dans mon boulot. C'est génial. Là je prends un pied, mais c'est un truc de fou. Je fais de la politique, putain. Le mec, il essaie pendant 1 heure de contourner, même vous ne pouvez pas faire ça. Je dis, mais attendez, là vous me donnez plein de trucs, mais nous on vient pour une seule raison en fait. Vous ne payez pas vos employés dans les délais légaux. Je m'en fous de ce que vous êtes en train de me dire là. Vous pouvez les payer aujourd'hui? Non, ben on vient. Oui, mais vous comprenez, c'est plus compliqué que ça, moi aussi j'ai été... Non mais c'est pas le sujet, monsieur. Je m'en fous ça. Et puis ça dure 45 minutes précisément l'appel. Et là, je découvre quelque chose de nouveau. Enfin, je prends vraiment un pied monumental. Ce mec-là, au téléphone, je sens qu'il flippe. Je lui fais peur. J'ai déjà pris du plaisir en faisant peur à mes RH quand ils pensent que je suis cégétiste. Et là, je me rends compte que je prends encore mon pied face à un mec qui ne paye pas ses employés dans les délais légaux. Donc, il y a peut-être un truc. Il faut que je creuse cette piste-là. Je prends du plaisir aussi avec vous aussi. Donc, je me dis que c'est peut-être ça qu'il faut que je cherche. Et on va se rendre devant la pizzeria, on va faire notre petite manif. On ne reste pas longtemps, on n'est pas là pour empêcher le restaurant de tourner, on veut qu'il paye ses salariés. Et donc c'est le genre d'action qu'on va mener donc avec la France Insoumise. Donc là je fais tomber le costard, ça y est. J'assume, je ne veux plus être commercial. Tout ça c'est terminé. C'est derrière moi. C'est un moyen de lutte. Il y en a plein. Trouvez celui qui vous correspond. Documentez-vous. La lutte, elle passe aussi par le savoir. Là, ce dont je vous ai parlé aujourd'hui, j'aurais aimé en dire tellement plus sur les techniques de manipulation. Je suis sûr qu'il y en a. Même dans ce petit bouquin que je vous ai amené, voilà, s'il y en a qui veulent le feuilleter, petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Voilà. Il y a tout un tas de recherches qui sont compilées là-dedans. Il est excellent. Il est abordable, il est facile à comprendre, tout est simplifié. Alors il y en a qui sont plus durs que d'autres, notamment quand ils passent sur les combos, quand on veut s'amuser, on est vraiment joueur, on veut les mélanger entre elles, on va faire un pied dans la porte avec un toucher relationnel, mixer tout ça avec un pied dans la mémoire, ils appellent ça. Enfin, il y a plein de combos possibles, on nous les met dans la tronche en permanence.
Moi, quand je vois Macron avec un petit retraité qui est en train de lui gueuler dessus, et que je vois cette espèce d'enfoiré s'approcher, lui caresser le bras, ça c'est un toucher relationnel. Et bien le toucher relationnel, figurez-vous qu'il va multiplier par 2 ou 3 les chances de calmer l'autre. Il sait très bien ce qu'il fait. C'est un banquier d'affaires. Pas pareil qu'un banquier. Il sait très bien ce qu'il fait, ce mec-là. Et tous, ils savent très bien ce qu'ils font. Donc, ça passe aussi par ça, la lutte. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre la France insoumise. Je sais très bien qu'il y a plein de gens qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas le sujet. Je voulais vous le dire aujourd'hui. Moi, j'ai assumé. Je les ai rejoints. L'insoumission. Trouvez le vôtre. Trouvez le vôtre. Et puis, j'espère vous avoir apporté quelque chose ce soir. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Qu'est-ce que vous avez oublié? T'es obligé, là. Avec tous ces accidents que j'ai eus, j'avais prévu une partie sur la sécu quand même. C'est hyper important à mes yeux. Enfin, ces mecs-là, ils m'ont donné toute ma vie. Il y a des gens, des médecins, des infirmiers, des brancardiers qui m'ont donné, des pompiers qui m'ont donné sans rien demander en retour. Enfin, je trouve ça formidable ce pays pour ça. Je trouve ça génial. Donc je voulais en parler un petit peu. Effectivement, la sécu, ils sont en train d'essayer de nous la plier. Ils sont en train d'essayer de nous la finir. Donc je voulais dire quelques mots, puisque en banque commerciale, j'ai fait un devis. Je suis allé voir, ça coûte combien chez les autres? Parce qu'on nous dit c'est trop cher. Trop cher, il y a la dette, c'est trop cher. C'est ce qu'on nous balance dans la tronche à longueur de journée. Vous regardez n'importe quelle chaîne de télé, on parle de sécu, on parle de retraite. La dette, c'est trop cher. La SNCF, c'est trop cher. La dette. Alors j'ai regardé, combien ça me coûte? Je suis Alexandre Chauvin, je connais mon historique médical, je vais aller sur un site américain, je vais faire un devis. J'ai fait un devis. Et c'est intéressant, parce que j'ai trouvé aucune mutuelle déjà qui m'apporte autant de sécurité que la sécurité sociale française. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La mutuelle moyenne, elle coûte 500 $ par mois. Par mois. Une mutuelle, pour quelqu'un comme moi, c'est plutôt le 1000 $ par mois. Et même à 1000 $ par mois, j'en ai encore pour ma pomme. Dans beaucoup de cas. Si je ne suis pas dans le bon hôpital, c'est tout pour ma gueule. Quoi qu'il arrive, en cas de rendez-vous médical avec un spécialiste, avec cette mutuelle à 1000 $ par mois, eh ben, j'ai encore des frais à ma charge. Un petit peu comme le 1 € qu'on nous a fait passer, vous vous rappelez? Ça s'appelle le copay. 1000 $ par mois, j'ai 36 ans, 432 000 $. 432 000 $. Mon espérance de vie, je n'ai pas travaillé en usine, on va dire à autour de 80 balais, ça fait presque 1 million. C'est pas compliqué. 1 million de $ pour une vie. La sécurité sociale, c'est pas ce coup-là. Ils peuvent nous balancer à la tronche autant qu'ils veulent, c'est trop cher. Il suffit d'aller sur Internet. Si on casse la sécu, c'est ça qui nous attend. En Suisse, c'est déjà comme ça. En Suisse, il y a des gens qui payent pareil. Alors, c'est en équivalent euro, j'ai plus les chiffres en francs suisses, mais c'est entre 500 et 700 € une mutuelle par mois en Suisse également. Donc, on a un système de santé en France qui est absolument merveilleux. Sur ma feuille de paye, il pèse quasiment rien, c'est socialisé. On a un système où tout le monde paye selon ses moyens et on profite selon le besoin. Et ça, ils veulent nous le péter avec de l'actionnariat salarié, tous ces grands mots. L'actionnariat salarié, c'est plan épargne retraite, financé avec mon entreprise, cofinancé, plan épargne entreprise, cofinancé toujours avec mon entreprise. Sauf que si mon entreprise se pète la gueule, mon plan épargne retraite se pète la gueule avec. C'est comme ça qu'aux États-Unis, puisqu'ils ont déjà ce système-là, il y a des entreprises, des multinationales qui ont coulé et qui ont emporté avec elles des centaines de milliers de personnes. Des centaines de milliers de personnes. Aux États-Unis, quand vous arrivez à la retraite, vous avez en moyenne 225 000 $ de capital. Ce qui vous reste pour vivre jusqu'à votre mort. En moyenne, vos frais de santé vont être de 275 000 $. Il manque un truc là. Il manque un truc. Et on veut nous amener petit à petit vers ça. Vers un système par épargne, par capitalisation. Et cette épargne d'entreprise, si on licencie mon voisin, elle augmente. Là aussi, c'est magique.
principe du PDV, là, le plan de départ volontaire. Je suis allé chercher les chiffres sur Internet. À l'époque où il faut le plan de départ volontaire du service réseau, l'action, ce jour-là, elle prend 10%. Et comme les plans d'épargne sont indexés dessus, ben, ceux qui restent, ils sont contents, jusqu'à ce qu'ils fassent partie du wagon. Et j'en ai connu qu'on fait partie des wagons suivants. Donc voilà, je tenais à dire un mot sur notre sécurité sociale, parce que ça me paraît indispensable pour quelqu'un qui a un CV médical comme ça. C'est toi qui creuses le trou de la sécu, en fait. J'avais peur que quelqu'un me dise ça. Je participe, j'ai effectivement dans ma jeunesse participé. Quand tu as fait faire le devis aux États-Unis, tu leur as spécifié tous les accidents que tu avais eus? Non, même pas, c'était pas possible. Parce que là, tu Ouais. bah oui. Ouais, c'est pas impossible que j'explose le 1000 $. Personne n'arrive, à mon avis, ils ne veulent même pas de toi. C'est pas impossible. C'est pas impossible, on pourrait parfaitement me refuser. Donc quand on vous dit la sécu c'est cher, Déjà, c'est louche, t'as les oreilles trop collées. Justement, on lui Ah a oui. oublié de le dire tout à j'ai l'heure. oublié de le dire, elles sont tellement collées que je peux même plus voilà, je peux plus les bouger comme vous en fait. Hein. Ouais, mais c'est une technique d'intimidation des clients, ça. Donc je peux plus bouger mes oreilles effectivement. Et voilà, maintenant vous avez les chiffres. Si on vous dit la sécu c'est cher, vous savez combien ça coûte ailleurs? Ça peut être pratique. Vous n'avez pas fait un devis, là vous parlez des États-Unis, mais ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, est-ce que votre devis médical, si vous l'aviez fait en Allemagne ou en Espagne, vous avez Alors, eu non. cette curiosité? J'ai pas eu la curiosité de regarder les autres pays d'Europe, mais par curiosité, maintenant vous avez piqué ma curiosité, je vais être obligé d'y aller. Je vais le faire, c'est obligé. Mais par contre, je sais qu'on a effectivement le système le plus protecteur d'Europe, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, je sais qu'au niveau des mutuelles, ça coûte très probablement un peu plus cher. Et là, ils sont en train de nous faire arriver dans la tronche, hein, avec leur fameux reste à charge zéro. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a déjà des éléments de langage hein, dans leur discours, des trucs de commerciaux, ils y sont. Nous allons faire en sorte que les mutuelles respectent notre accord. Là, ils continuent leur phrase, mais en réalité, il y a une étoile. Dans le cadre du reste à charge zéro sur les lunettes et les frais dentaires. Donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent en dehors de ça. Ils vont augmenter les tarifs. Mais le petit moment important, c'est ce dans le cadre de la réforme, parce qu'il est dit en tout petit dans la phrase, on ne le voit pas passer. Sauf qu'en réalité, du coup, s'ils ne peuvent pas augmenter le prix de la mutuelle sur les frais de lunettes, ils vont l'augmenter sur les frais d'hospitalisation. Ils vont dire l'inflation c'est des temps, donc on augmente aussi de temps. Et puis ils vont nous avoir là-dessus. C'est toujours sur des éléments de langage et des petits détails comme ça. Ils finissent jamais leur phrase de toute façon. Darmanin, il y a 2 jours, qui dit notre réforme profite aux Français. Ben, il manque un truc. Il manque un truc à la fin de cette phrase. Oui, elle profite aux Français qui payent l'ISF, c'est clair. Mais les autres, on l'a pas vu passer la réforme qui profite. Je ne me trompe pas là. Voilà, je vous remercie en tout cas. Merci. Merci à vous.